Eh bien, rebonjour. On a parlé transmission, on va parler reprise. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Philippe Rivière, qui est le directeur général de ACI Group. Philippe, et avec une histoire assez extraordinaire, et vous avez peut-être suivi les derniers communiqués de presse autour d'ACI Group, mais on va vous raconter tout ça. Philippe, je suis ravi de t'avoir sur scène. Est-ce que tu peux, un peu, avant qu'on aborde la question d'ACI Group, nous dire d'où tu viens? Alors oui, je viens d'abord du sud de la France, à côté de Toulouse, à Carcassonne exactement, et ensuite j'ai fait mes études sur la région parisienne, et puis j'ai commencé dans un beau groupe français qui s'appelle Aubert et Duval, qui m'a tout appris d'un point de vue industriel, puisque j'ai commencé dans ce qu'on appelle les métiers chauds, qui pour moi sont vraiment la racine et la base de l'industrie française, en tout cas du mot dont tout le monde parle aujourd'hui, de la souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise de la matière première. Et je crois que tu as aussi goûté à l'international avant de créer ACI Group. En effet, grâce encore une fois à ce groupe-là, j'ai pu aller sur l'Asie et j'y suis resté pas mal d'années puisque j'ai travaillé à la fois sur le nord au travers du Japon et sur le sud au travers de Singapour, qui m'a permis effectivement d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde industriel de manière différente, soit sur le pilotage de la supply chain, soit sur, on va en parler après, mais effectivement la constitution des groupes. Alors, on parle de réindustrialisation. Eh bien là, on va avoir un parfait exemple de ce qu'on appelle le build-up, c'est-à-dire comment on crée un groupe en rachetant des entreprises. Et donc, Philippe, je voudrais que tu me racontes l'aventure d'ACI Group, parce que depuis 2019, ton groupe a racheté 38 entreprises. 38. Donc tout à l'heure, on parlait, on avait des chiffres sur la transmission. Voilà, toi, tu en as racheté 38. Ça fait même pas en 6 ans. Donc comment tu as fait ça? Pourquoi une stratégie aussi rapide et ambitieuse? Alors pour plusieurs raisons, moi je pense qu'aujourd'hui on a déjà des assets hyper intéressants et stratégiques qu'il ne faut pas laisser partir. On a aussi vécu 5 ans, je le rappelle, avec des crises successives, donc avec des situations compliquées d'un certain nombre de sociétés. Donc au lieu de se poser la question, pour moi en tout cas, de relocaliser, donc souvent quand c'est parti, c'est que souvent, en tout cas, pour moi, la majorité des cas, c'était censé, il y avait un fondement qui était économique et donc c'était compliqué d'essayer de le faire revenir. Déjà, protégeons ce que nous avons et essayons de le consolider dans un modèle économique différent. Ça a été toute la stratégie de dire je rachète à la fois des outils industriels complémentaires sur des marchés complémentaires et sur des territoires bien précis. Alors c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, quand on a lancé l'ensemble de ce projet, notamment le monde financier nous a regardé en disant waouh, c'est rapide, ça va vite, etc. Je pense que là, ça dépend vraiment des prismes. Hein. Si on va sur d'autres continents, faire ce que l'on a fait d'un point de vue build-up n'a rien d'extraordinaire. C'est vrai qu'il y a un nombre qui peut paraître important. Pourquoi? Parce qu'on a voulu aussi assurer ce qu'on appelle, nous, la souveraineté technologique dans le groupe, c'est-à-dire de maîtriser l'ensemble des procédés permettant de garantir la fabrication de pièces à forte valeur ajoutée dans le futur. Est-ce que tu peux nous, peut-être pour tout le monde, ACI Group, ça fait quoi et justement sur quel secteur et quels produits tu as consolidé là? Donc aujourd'hui, ACI Group, ça fait à peu près 200 millions. On est sur de l'aéro, sur de la défense, sur du nucléaire, sur de l'hydrogène, sur un peu de ferroviaire. Et on a la capacité de produire tout type de pièces en métallique, donc vraiment de quelques microns au travers des fonctions d'horlogerie de montre jusqu'à plusieurs mètres en chaudronnerie. Et on a maintenant travaillé sur du multimatériau, on a de la céramique, on a du liège, on a du plastique, on a du composite. Et on a donc une branche qu'on appelle manufacturing, donc réalisation de pièces. On a une branche produit, on a nos produits propres. Et là, on est en train de développer la branche service qui permet d'assurer tout ce qu'on appelle le MRO-MCO, donc toute la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles. L'idée à chaque fois, c'est d'avoir une offre globale auprès d'un donneur d'ordre en lui disant tu peux venir chez moi, je suis capable de te fournir tout type de pièces, je suis capable de te fournir des sous-ensembles, je suis capable de te fournir des produits, mais je suis aussi capable de t'accompagner sur la partie maintenance. Pour le moment, on l'a fait sur une vision nationale. Encore une fois, il faut grossir, faut gagner la crédibilité en termes de nom, en termes de réputation. On n'est que rang 1 sur l'ensemble des donneurs d'ordre. Mais maintenant, on a atteint une taille suffisamment critique, nous permettant aussi d'avoir une ambition internationale. D'une part, pour accompagner nos clients, qui eux ont la majorité de leur portefeuille à l'international, mais pourquoi pas aussi d'aller capter des nouveaux clients. Et alors, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est intégrer 38 entreprises comme ça dans un temps record. C'est quoi la sauce secrète de Philippe Rivière pour arriver, justement, d'autant que tu rachètes des entreprises qui sont plus ou moins bien portantes parce qu'elles sont sur des secteurs difficiles. Tu as racheté des fonderies, tu as racheté des aciéries. Donc, comment tu fais? Alors, il y a plusieurs points majeurs. Pour moi, le premier, c'est de très bien s'entourer pour pouvoir déléguer un maximum.
Je dis toujours, on va chercher un talent, c'est pas pour lui expliquer comment faire, il faut lui faire confiance. Parfois on peut être déçu, mais en tout cas moi je pars de ce principe-là, ce qui vous permet aussi de garder votre temps précieux pour, là où vous avez le maximum de valeur. Ça c'est le premier point. Et donc dans cette organisation, notre deuxième point, c'est de donner une autonomie à ce qu'on appelle un territoire. Donc on a défini des territoires qui sont devenus les territoires d'industrie au travers de l'ensemble des plans de l'État, mais nous on avait mis en place en amont cette histoire de territoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une acceptation déjà de l'industrie dans ce territoire. Faire de l'industrie aujourd'hui du côté de Besançon, du côté de Saint-Étienne, dans la vallée de l'Arve, c'est relativement facile. Il y a un ancrage fort, il y a une histoire forte, il y a encore des formations, il y a encore des autorités qui comprennent et qui protègent l'ensemble de ce maillon. Il y a d'autres territoires où aujourd'hui ce n'est pas le cas. On en parlait ce matin, on entendait la difficulté du foncier, la difficulté de la formation, etc. Donc on choisit des territoires et on les fait travailler ensemble, on crée ces synergies au niveau du territoire. Et on leur laisse cette autonomie. Je prends toujours l'exemple qui est bateau, mais qui pour moi est très parlant, c'est la partie RH, l'ensemble des avantages sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre les mêmes sur des gens qui habitent dans la vallée de l'Arve, à Paris ou à Lille. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes en termes de mobilité, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc il faut s'adapter. On dit la France est un grand pays, mais chaque région a son autonomie, entre guillemets, son identité. Et on essaye de respecter au maximum cela. Donc de l'autonomie permettant vous dégager du temps et de pouvoir donc continuer à grossir. Et les dirigeants donc, qui t'ont fait confiance, qui t'ont cédé leur entreprise, aujourd'hui les dirigeantes, donc ils adhèrent au projet. Aujourd'hui tu as justement aussi des dirigeants et des dirigeantes qui viennent te voir parce qu'ils se disent cette dynamique, cette croissance, cette vision-là, ils se disent c'est la bonne. Aujourd'hui, oui. Encore une fois, on a eu plusieurs périodes dans notre construction du groupe. Les 2-3 premières années, on a été regardé de manière extrêmement surprenante, pour ne pas utiliser d'autres mots, en disant qu'est-ce qu'ils font. Ça a l'air, c'est complètement atypique. Ils achètent beaucoup, ils délèguent, ils sont un peu partout. On ne comprend pas bien le modèle, où c'est qu'ils vont. Enfin, j'ai tout entendu. De toute façon, on fait peur du moment qu'on est différent. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Tant que vous faites peur, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Le jour où vous ne faites pas peur, c'est que vous vous trompez. Donc, on reste sur ce modèle. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont compris, je pense, premièrement. Nous aussi, on a peut-être mieux communiqué, mais surtout, l'ensemble des crises que nous avons connues, et d'autant plus aujourd'hui, donne plutôt raison à notre modèle économique, puisqu'on est agile, on est capable rapidement de pouvoir pivoter l'ensemble de nos activités qui peuvent être dédiées aujourd'hui à de l'aéronautique ou à du ferroviaire, demain à une économie de guerre si on nous le demandait. Chose aussi qui nous a permis pendant 3-4 ans de ne pas forcément le mettre en avant parce qu'il y a encore 2-3 jours en arrière, avec les critères de ESG compliance, il ne fallait pas trop donner le mot défense à l'ensemble de l'économie bancaire, donc on faisait très attention à ça. Maintenant, on peut plus le mettre en avant, mais en tout cas, les gens ont compris cette mobilité, cette agilité. Donc oui, aujourd'hui, pour répondre à ta question, on vient nous proposer un certain nombre d'actifs parce que les gens adhèrent au projet, comprennent le projet. D'autant plus qu'après on va discuter du rang 2 et du rang 3, donc on a beaucoup d'activités sur cette consolidation, mais pour revenir sur les 3-4 années, la majorité des gens qui se sont intégrés dans le groupe sont restés avec nous. Il y a des gens même qui ont pris des responsabilités totalement transverses et donc qui nous accompagnent dans ce développement. Et après, il y a quelques personnes qui ont décidé d'arrêter compte tenu soit de l'âge ou soit aussi de la rapidité et le projet qu'on avait qui n'était pas forcément dans leur ambition. Alors là, tu as annoncé il n'y a pas très longtemps une levée de fonds pour justement asseoir cette ambition. Donc tu as levé 80 millions d'euros auprès d'un fonds américain, Fortuna, fonds que tu en fait connaissais, avec qui tu avais déjà eu des échanges dans le passé. Voilà, pourquoi faire, pourquoi cette levée de fonds et qu'est-ce que tu attends? Alors d'abord, je pense qu'il est nécessaire que j'explique pourquoi un fonds américain, compte tenu de l'ensemble de mon discours et de l'ensemble du projet d'ACI depuis le démarrage. On a travaillé pendant plus de 6 mois à pitcher un peu plus d'une quarantaine de fonds, y compris les fonds bancaires. On a un business model qui est pas facile pour eux à analyser. La personne d'avant disait on aime bien comprendre, être rassuré. C'est difficile avec nous puisque tous les mois on intègre une société. Donc c'est vrai que quand on terminait une VDD ou un bilan, le temps qu'ils l'analysent, on avait déjà modifié l'ensemble des indicateurs. Donc, ils n'avaient pas cette agilité, cette capacité aujourd'hui, en tout cas, à faire valider auprès de leur comité. Et donc, effectivement, on est parti sur des fonds qui ont plus un esprit entrepreneurial,
Ce sont quand même des fonds industriels, hein, je tiens à le préciser, on est sur des maturités de 12 à 15 ans. Je ne suis pas sûr même qu'en Europe on le trouve aujourd'hui. 10 à 15 ans 12 à 15 ans. 12 à 15 ans. Donc ce qui est extrêmement rare. Donc on a eu cette chance-là. Et effectivement aujourd'hui, le triple objectif avec eux, c'est d'une part de continuer à consolider la partie française, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, on commence à aller vers le pôle chaud, donc avec les aciéries, les fonderies, mais ça reste encore trop faible, donc on va accélérer là-dessus. En même temps, on a besoin d'accompagner à l'international nos clients et d'aller chercher des nouveaux. Et à la fois, on travaille maintenant sur la consolidation des rangs 2 et des rangs 3. Passionnant, passionnant. On aime cette ambition pour la réindustrialisation. Est-ce que tu peux nous dire, je sais qu'il y a un sujet qui est important pour toi aussi, c'est la technologie, l'innovation. Et donc, dans ton projet, quand même au cœur, il y a cette capacité de développer des nouveaux produits et d'aller vers de la tech in fab. Oui, tout à fait. En fait, dans la vision qu'on a du groupe, c'est de dire, OK, on fait une ETI qui paraît faire du sens aujourd'hui pour répondre aux enjeux de souveraineté des filières dont on parle tous, mais je reste convaincu que d'ici 10 ou 15 ans, il y aura des nouvelles filières qui vont naître au sein de notre pays. Pour rester au plus proche et au démarrage de l'ensemble de ces filières, on a réfléchi à comment rapprocher les différents coqs, donc cette fameuse French Tech et la French Fab. Moi, je représente la Old School et la French Fab, mais je me suis dit comment je peux intéresser, comment je peux communiquer et avoir un langage avec la French Tech. Et effectivement, on a créé une passerelle qui s'appelle MACMA, qui permet d'aller chercher les startups industrielles, de leur dire vous avez un super projet, on peut vous aider d'une part à améliorer la conception parce qu'on a le savoir-faire industriel et donc vous pouvez peut-être le faire moins cher et plus rapide. D'autre part, on peut peut-être vous faire votre prototype et voir peut-être également la partie derrière industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on a vu aussi des superbes startups industrielles être financées par le pays, par les CIR, etc. Et au moment d'être industriels, partir à l'étranger parce qu'ils n'arrivaient pas à lever les fonds. Et dans ces fonds qu'ils recherchaient, il y avait beaucoup d'argent qui était fléché vers les CAPEX et vers les outils industriels. Or, aujourd'hui, on n'a pas des CAPEX et des outils qui sont saturés. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition l'ensemble de notre compétence et connaissances à ces startups qui, en même temps, viendront nous nourrir sur les filières de demain. Et si dans 10 ans, on peut dire qu'ACI fait plus que 30% sur les filières historiques, hydrogène, nucléaire, aéronautique, et qu'il en fait 70 sur des nouvelles filières dont j'imagine même pas encore aujourd'hui, bah, j'en serais ravi parce qu'on aura fait un outil industriel qui a du sens pour l'ensemble de la société. Ça fait plein de sens et nous, on aime la tech in fab, on croit à la réindustrialisation avec de la technologie dans l'industrie, ça fait partie de notre plan. Il y a une chose qui me frappe, c'est que dans le moment actuel, dans le contexte actuel, on parle de remilitarisation, l'accélération du nucléaire à nouveau en France. Eh ben, j'ai l'impression que sur ta vision, tu as un peu tout bon, parce que derrière, c'est les industries que tu sers. Bah, en fait, c'est une opportunité. Tout ça, c'est un hasard ou quelque part tu avais prévu un certain nombre de choses? Non, on ne va pas dire que je suis un visionnaire. L'idée, c'était, pour moi, c'est un reste du bon sens paysan. C'est-à-dire que quand on a décidé de faire un outil industriel en France, on a dit qu'est-ce qui a suffisamment de valeur ajoutée pour faire du sens, encore une fois, d'être fait ici. On vient de l'international, on voit ce qui s'est fait ailleurs, donc on voit aussi qu'ils ont des forces, mais ils ont des faiblesses. Donc l'idée, ça a été d'aller travailler sur ces filières qui, pour nous, faisaient du sens, sauf qu'elles n'avaient pas de visibilité de volume. C'est pour ça qu'on a essayé de travailler une supply chain qui est agile. Et aujourd'hui, effectivement, ça s'accélère dans l'acceptation au travers des crises. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le modèle que l'on a, il est facile à faire quand on part de zéro comme le nôtre. Il est très difficile et j'ai beaucoup de respect sur les gens qui ont des boîtes historiques et qui doivent faire pivoter. C'est beaucoup plus complexe de faire pivoter une entreprise d'un marché où souvent en plus il était monomarché parce que les structurations filières en France se sont faites par marché, donc l'automobile d'un côté, l'aéronautique de l'autre. Quand on leur demande du jour au lendemain de faire en plus du nucléaire, en plus du ferroviaire, de l'hydrogène, etc., mentalement, en termes de process, etc., ça demande beaucoup de travail. Pour nous, c'était plus simple, on est parti d'une feuille blanche. Effectivement, aujourd'hui, on est accéléré par l'ensemble des événements. J'en suis ravi parce qu'il y a une prise de conscience et que ça va aider aussi à sauver, et je reviens mais sur ces rangs 2 et rangs 3, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de sociétés, grands groupes et ETI comme les nôtres. N'oubliez pas qu'on n'a aucune manœuvre aujourd'hui d'agilité dans nos business plans si on n'a pas de la sous-traitance. Donc il faut qu'on se préoccupe de nos sous-traitants, de nos rangs 2 et rangs 3. C'est souvent des toutes petites entreprises de 1 à 5 millions d'euros. On en parlait juste avant, la transmission, ce n'est pas la problématique du moment. Souvent, ils ont une problématique de court terme, ils ont la problématique de la gestion de la data, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire comment nous, au travers de notre expérience, expertise, on peut aller travailler sur et protéger ces rangs 2, rangs 3. Et donc, on lance le projet FIT, qui s'appelle Force industrielle des territoires, qui va venir consolider ces rangs 2, rangs 3. Et donc, en même temps, assurer
mon devenir et mon agilité, mais également des autres ETI. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut qu'il se mette en marche. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'élan qui est donné par le politique au travers des différentes raisons qu'il y a n'est que positif. Mais par contre, oui, tu dis qu'on en a fait 38 et qu'on a été vite. Moi, je peux vous dire qu'il faut qu'on accélère et très vite parce qu'on a une fenêtre de tir qui est extrêmement courte. On a face à nous des sociétés qui sont en difficulté et en transmission. Excellent. Est-ce que tu peux nous partager, c'est quoi la vision d'ACE Group en 2030 ? 2030, on va aller viser les 500 millions avec un peu plus de la moitié sur le territoire national, le reste à l'international. Et on essaye également d'avoir deux poches que j'appelle la poche produit. Donc là, aujourd'hui, on présente la mobilité à l'entrée, tout ce qui est fait en association avec Origine France Garantie pour démontrer que là aussi, il y a des modèles économiques qu'on peut réinventer pour garder un certain nombre de produits propres en France et à la fois toutes ces startups industrielles au travail avec MACMA. Donc si je pouvais rêver d'un 500 millions avec 30 ou 40 millions en start-up et en produits, je serais ravi du travail que l'on aura fait. Mais d'abord, ma priorité, c'est surtout de structurer et de renforcer les équipes parce qu'on a énormément d'enjeux devant nous. Merci Philippe, je crois que vous pouvez l'applaudir, c'est quand même un projet pour la réindustrialisation très ambitieux. Il nous faut plusieurs Philippe. Avec plaisir.